Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle tu nous écoutes. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quality Time pour un temps de qualité. Donc aujourd'hui, je suis en présence. Non mais je suis tellement honorée en fait de la personne à mes côtés. Nous sommes en présence, mesdames, messieurs, d'Angélique. Hello, hello. Bienvenue, ça va? Merci beaucoup. Déjà, merci de l'invitation. Et puis oui, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, je vais bien, merci. On ne me demande jamais en fait dans cet épisode, dans ce podcast, mais oui. C'est toi quand même la host, alors j'espère que tu vas bien. Oui, je vais super bien, merci beaucoup. Je suis trop contente d'être là. Je me réjouis de tout ce qu'on va partager encore aujourd'hui. Ça va être grandiose, vous verrez, vraiment inspirant. Mais je dis pas plus, installez-vous comme vous connaissez déjà depuis un moment. On va boire un thé, d'accord? Parce que c'est un temps de qualité. Okay? Oui. Donc installez-vous, prenez votre thé, votre boisson, et puis nous aussi on se prépare, et puis on se retrouve tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Donc on est prête, on est de retour, on a notre thé. À ta santé. Ah oui. À ta santé. J'espère que vous aussi vous êtes prêts. Bienvenue encore une fois, Angélique. Mais how are you, girl? Écoute, là un petit peu fatiguée. Je viens de finir une session d'examen qui était assez éprouvante. Ouais. Mais je suis contente d'être là. Là, c'est les vacances, l'été. Ah oui. Si le temps peut aussi être avec nous, ça peut être pas mal. Mais sinon, ça va. En tout cas, je suis vraiment très, très, très contente et honorée d'être là. Merci de l'invitation. Mais c'est nous qui sommes honorés. Mais en fait, présente-toi. Dis-nous qui es-tu? D'où viens-tu? Qui es-tu, Angélique? Alors, pour faire simplement, du coup, je m'appelle Angélique Mikendi, j'ai 23 ans et je suis originaire du Congo et je suis genevoise. Je suis née en Suisse, du coup à Genève. Et j'ai fait toute ma scolarité ici. Et maintenant, j'ai peut-être un nouveau titre. Mais du coup, effectivement, je suis aussi écrivaine. Wow. Du coup, j'ai officiellement publié mon premier livre qui s'appelle La beauté de la femme noire moderne, les leçons de l'histoire, et qui est publié, ou qui sera publié pour vous, parce que quand ça va sortir, du coup, ce sera déjà publié. Est-ce que je l'ai dit ou pas? Est-ce qu'elle le dit? Je pense que c'est une exclue, du coup. C'est effectivement une exclue. Est-ce que je le dis maintenant? Est-ce que je le réserve pour la fin? On va me dire réserve pour la fin. Ok, alors, ouais, il sortira du coup bientôt, mais c'est publié par les éditions du Panthéon à Paris. Non mais s'il vous plaît, non mais vous ne comprenez pas en fait. Moi, je suis pour les femmes intelligentes, les femmes inspirantes, les femmes qui osent, les femmes qui avancent. C'est aussi le but en fait de ce podcast, de mettre en valeur les proches en fait qui sont tellement inspirantes comme Angélique. Non mais vraiment, je suis tellement fière, et je dis fière parce que je prends cette position, parce que moi t'es comme ma petite sœur. J'allais dire. Hein, n'est-ce pas? Oui, totalement, c'est la famille. Hein. C'est ça, oui. Parce que c'est vrai, moi, j'aime bien aussi au début de raconter un peu de comment je connais mes invités, d'où ça vient, etc. Et en fait, alors, Angélique, c'est la sœur d'une de mes amies proches, Christia, voilà, shout out. Et ce qui est drôle, c'est que Christian et moi, on s'est connus à travers des amis en commun. Mais en fait, nos parents, ils se connaissent. C'est ça qui est fou. Mais depuis... Ouais. Mais en fait, c'était même très proche. Mes parents, ton père, ma grand-mère, ils se connaissaient très bien, comme la famille aussi. Et c'est même pas vraiment à travers eux qu'on était connectés. Mais... Non, mais finalement, après la première connexion, on a refait un peu... Tu vois ça? Ouais. You see life. Life. Non, life is happening. Vraiment, pour de vrai. C'est un peu... Mais oui. Et donc du coup, je suis fière parce que de voir une de mes petites sœurs qui avance comme ça, qui réalise des projets, mais de ouf. Panthéon, on a dit. Allô? Écoute, moi je sais pas, hein. Mais apparemment c'est le Panthéon. Non,
mais incroyable. Je suis trop contente, j'aime trop ça, c'est magnifique, c'est parfait pour moi. Donc vraiment, on va justement aborder du coup ce livre. Hein? On va toucher quelques aspects, le thème, les sujets qui sont abordés, parce que voilà, comme vous savez aussi, ce podcast met en avant le sujet des femmes, en tout cas cette saison, hein, les femmes dans toutes ces coutures, dans tous ces aspects, et je pense que le livre il tombe parfaitement aussi dans le cadre du podcast. Mais pour moi c'était vraiment parfait en fait. Je me suis dit mais en fait et tout tombe à pic, vraiment. Je me suis dit mais waouh, comme quoi. Non, mais parce que moi, la première, j'expliquerai peut-être un petit peu plus tard, mais vraiment, j'étais vraiment choquée par le timing, en fait. Le timing était parfait. Ouais. Non, franchement. Ouais, le temps de Dieu. Ah, on dit, faut pas oublier, hein, le temps de Dieu, c'est vraiment vrai. Il est jamais en retard, il est toujours à l'heure. Ouais, yes. Bah écoute, encore une fois, bienvenue. Merci. Et comme du coup, c'est le sujet des femmes, ça aussi, c'est quelque chose que je demande tout le temps au début. Hein, pour toi, qu'est-ce que la femme, quel est son rôle dans cette société? Qu'est-ce qu'elle représente? Écoute, pour moi, la femme, c'est vraiment la plus belle créature pour moi de ce monde. Je trouve qu'elle a vraiment une envergure qui est juste incroyable. Je trouve vraiment que, en fait, de par sa force physique, aussi de par le fait que c'est elle qui donne la vie, déjà, quelque chose de super important, de super fort, et aussi de par tous les combats qu'elle a dû mener, que ce soit pour l'émancipation, je trouve qu'elle a une force aussi mentale qui est incroyable. Vraiment, la femme, c'est quelqu'un de fort. Vraiment, c'est une figure vraiment très, 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 très forte. Et je sais que parfois, on aime bien un petit peu la mettre en dessous par rapport à d'autres personnes. Alors que non, en fait, je trouve qu'il faut rendre la place de la femme. Vraiment, rendez-lui sa place. Rendez-lui sa place. Mais oui, pour moi, c'est vraiment ça. Il faut que l'on n'oublie pas, ou plutôt qu'on rappelle vraiment qui est la femme. Comment c'est ça que j'aime. Et du coup, bah, moi, en fait, je vais pas donner une réponse tout de suite de ce qu'est la femme. Je donnerai à la fin de la saison. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera la fin. Peut-être que ce sera dans 2-3 ans. Qui sait? Ah oui, vous allez attendre. Regardez pour avoir la réponse. Faut regarder. Mais je trouve qu'en fait, au fil des épisodes, on apporte justement à chaque fois une réponse. Ah oui, c'est vrai. Comme c'est un sujet aussi qui est tellement vaste, mais tellement important, bah il y a tellement d'éléments, tellement de clés, et je trouve qu'à travers justement chacun de ces épisodes, c'est aussi le but de ce podcast de définir qu'est-ce que la femme, et justement de remettre sa place. Donc tu as tout compris en fait, tu as compris l'essence même. Mais en tout cas, toi tu es une femme puissante, tu es une femme géniale, sache-le, tu m'inspires de ouf. 23 ans, écrivaine, allô. Mais du coup, parle-nous en fait de ce projet, de quoi il s'agit. Donc ce livre, mais my God, parle-nous d'où ça vient en fait, même cette idée, qu'est-ce que c'est? Alors vraiment, ce livre, pour moi, j'aime beaucoup le dire, pour moi c'est vraiment le travail d'une vie, vraiment. C'est une réflexion interne que j'ai depuis vraiment ma tendre enfance, vraiment. Je suis quelqu'un qui est très observatrice. Vraiment, j'aime bien voir ce qui se passe autour et tout. Et c'est vrai que le fait que je suis née du coup à Genève, donc on a vécu toi aussi dans cette ville, avec du coup quand même on est une minorité, hein, qu'on se le dise. Oui, alors peut-être, parce qu'il faut préciser, mais t'as déjà dit que t'étais congolaise, mais parce qu'il y a des gens aussi qui... Oups. On comprend ça. Mais il y a aussi des gens en fait qui nous écoutent et qui nous voient pas forcément. Oui, pardon. Donc tu es congolaise. Voilà, donc c'est une femme noire. Oui, si jamais. Une femme noire racisée, c'est moi. Donc tu disais, voilà, cette réflexion vient de là aussi. Oui, effectivement, parce que du coup, moi personnellement, je fais partie de la première génération d'immigrés. Du coup, on est vraiment la première génération d'enfants qui sont nés en Suisse. Mes parents sont du coup venus à un âge assez avancé, entre guillemets. Ils ont refait leur vie ici. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai grandi dans cette société où on était tout le temps entouré de personnes blanches, du coup. Et puis, c'est vrai que moi aussi, j'étais dans des quartiers. Donc, quand je suis née vraiment à la campagne. Donc, Satigny, Chancy, très, très loin là-bas, là. Très loin. La campagne genevoise. La campagne genevoise, vraiment.
du coup, il y avait encore moins de mixité. Et puis après, quand je suis partie, du coup, à l'âge de 5 ans, avec toute ma famille, on est allé de l'autre côté. Ouais. On est allé côté plutôt, du coup, Vesna, Collonges-Bellerive. Alors là aussi, il y a encore moins. Encore moins. Ouais, Voilà, il y a encore moins de mixité. Et du coup, c'est vrai que il y avait ce côté de du coup, moi je me suis intégrée dans cette société du coup parce que c'était la mienne, hein, littéralement. Et puis tu avais aussi ce côté culturellement, avec la famille, les parents, les tantines, les tontons, vraiment les événements. Et je me suis dit, mais étant une femme, vu que le sujet c'est une femme, je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi il y a certaines pratiques, pourquoi il y a certaines choses qu'on nous a inculquées culturellement, comme étant vraiment qui venaient de chez nous, alors que je trouvais ça bizarre en fait. Ouais. Tu vois, tu vas dans des mariages, tu vas dans comme nous on appelle les matangas, les enterrements, les deuils et tout, et puis tu vois des tantines, ou parfois même des tontons, mais surtout des tantines avec les mains brûlées, un peu une partie du visage aussi brûlée. Ouais. Et tu vois, elle le cache avec un peu de fond de teint. Oui, et tout. un peu. Si elles te font la bise et tu ressens pas avec la tache, c'est le make-up il a mal été fait. C'est vraiment que le make-up n'était pas à la hauteur parce que sinon. Ouais, c'est vrai. Bien poudré là. Ouais. Et puis pareil, tu voyais toujours des cheveux toujours plaqués, plaqués, vraiment des cheveux raides, parfois même avec des trous. Et je me dis, mais c'est normal, normal ça. Et puis moi en plus, tu me connais personnellement, mais moi j'aime trop parler. Et encore là, vous voyez, genre, là j'ai un peu des filtres, mais quand j'étais petite, j'avais pas de filtre. Alors j'allais demander à mes parents, oui mais papa, maman, pourquoi tantine, elle a les mains brûlées et la peau claire? J'ai voyé mes parents. Ils savaient pas quoi répondre. Ouais. Ils étaient un peu en mode, oui mais écoute, va jouer. Parce que va faire le jeu d'enfant. Parce que même eux, ils n'arrivaient pas vraiment à répondre en fait. Et puis c'était aussi quelque chose de tabou en fait, littéralement dans notre société, il faut le dire. Et pareil, hein, t'as 5, 6 ans, on te dit, bon viens, c'est l'heure. Toi tu savais déjà. Tu sens le produit chimique pour le défrisage qu'on est en train de tourner là. Ouais, on est toutes passées. On est toutes passées par là. Okay. Et je me dis, mais est-ce que c'est normal que j'ai un produit sur les cheveux là qui est censé me rendre soi-disant belle, mais qui me brûle les cheveux, qui me brûle. Et pourquoi quand je vais dehors, quand je vais avec mes amis et tout, on a des enfants et tout, on est à l'école, beaucoup de personnes blanches, pourquoi il y avait toujours ce côté, ah mais quand tu fais pas les défrisages ou que tu laisses un peu tes cheveux, tu les repousses, ah mais c'est quoi, c'est de la mousse? Tu vois des trucs en mode, oui mais t'es ça, là je fais de la... ça fait mal parce que je vois de quoi tu vois. On a vécu ça. Et moi, il y a un certain moment où je me suis dit, il faut que je prenne... il faut que je prenne ma part de responsabilité. Parce que j'ai moi-même... Alors, peut-être pas le blanchiment de la peau, ça j'ai jamais fait. Mais c'est vrai que j'ai été, en tout cas, moi, très touchée par le défrisage. La texture de mes cheveux, etc. Ça a été un combat, comme je dis, un travail d'une vie, un combat aussi d'une vie. Et à un moment, il y a eu... Je devais avoir, en fait, cette émancipation. Et j'ai eu la chance, à 18 ans, d'avoir l'opportunité par mon travail de Mathieu que j'ai fait du coup à Calvin, du coup pour les gens et du coup donc je l'ai fait au collège Calvin et je me suis dit écoute là c'est ton moment. C'est la première fois que tu peux choisir un thème vraiment qui te touche personnellement. Tu sais pas, c'est pas le prof qui t'attribue un thème. Non, c'est toi-même, c'est ton travail de Mathieu. Tu choisis. Et j'ai choisi de faire du coup sur ça, sur l'explication sociologique et aussi côté santé de pourquoi, comment ces pratiques en fait, elles ont été inculquées. Est-ce qu'elles sont venues par nous? Je ne crois pas. Alors attends, j'aime trop. J'entends déjà l'introduction, t'as envie de lire le truc, tu vois. D'ailleurs, j'ai la 4e de couverture. Je vais lire un petit passage si vous le permettez. Et puis on va aller un peu plus en avant dans ce sujet-là et à quel point ça touche les femmes. Donc je vais le lire, je cite.
avec la peau claire et des cheveux défrisés. C'est à ce standard de beauté que longtemps la femme noire a dû se confronter. Présentées comme culturelles, ces pratiques reflètent en réalité un trauma qui se transmet de génération en génération. Cette étude sociologique se penche sur l'origine de cette représentation stéréotypée et les douleurs du passé qui ont amené la femme noire à renier son apparence. Je m'arrête là. Vous voyez la plume. Non, mais tu peux être fière. Mais alors du coup, ça vient d'un travail de maturité. Donc peut-être pour les Français ou les personnes qui ne sont pas de Suisse, si vous voulez, c'est un peu comme la thèse, mais au niveau du lycée. Exact. Je vais raccourcir vraiment comme ça, mais c'est vrai que c'est un long travail très important, très lourd. Et elle l'a fait du coup au collège Calvin, donc le lycée de Calvin, c'est un très 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 bon collège à Genève. Voilà. Et non, mais très bon, très difficile aussi. Et du coup, cette idée, tu as conçu ce projet à travers, du coup, en partant de ce travail de maturité. Et tu en as fait un livre. Mais comment t'es allée là-bas? Est-ce que tu t'es sentie soutenue aussi avec la famille? Comment ça s'est passé? Comment t'es arrivée à faire un livre, en fait? Alors, j'aime énormément cette question. Vraiment. Parce qu'en fait, moi, en tout cas, c'est vraiment le problème que j'ai eu quand j'ai fait ce livre, c'était le soutien, en fait, littéralement. Je me suis dit, voilà, moi, je suis un peu... On m'a souvent dit quand j'étais petite, oui, toi, t'aimes trop les problèmes, je cherche toujours la petite bête, etc., etc. On m'a souvent dit que j'ai un peu cet esprit de revendicateur. Et puis, là, en fait, c'était un peu ça. Encore une fois, parce que, du coup, pour les personnes qui ne savent pas, le collège Calvin, ou le lycée, du coup, Calvin, c'est vraiment... Il n'y a malheureusement pas énormément de mixité. Parce que c'est vraiment... en fait, c'est toutes les personnes, justement, qui sont nées de cette rive, dans certains quartiers. Du coup... Ils vont, en fait, on est séparés au lycée par, justement, zone géographique. Du coup, toutes ces personnes-là avec qui j'ai grandi, donc les personnes avec lesquelles j'avais énormément d'affinités, logiquement. Je ne vais pas commencer à... Oui, on se connaît très bien. Et moi, je m'inclus. Oui, justement, voilà. On a vécu ça. On s'était très bien intégrés et tout, etc. Mais c'est vrai qu'on arrive, du coup, moi, à cet âge-là, j'avais 18 ans. Pareil, on se retrouve dans un collège avec moins de mixité malheureusement. Et moi, quand j'ai choisi de faire ce sujet, j'ai eu un peu un de mes parents, je ne dirais pas lequel, même si je pense que vous pouvez tous savoir lequel. J'ai eu un de mes parents qui était totalement contre. Je lui ai dit le sujet, j'ai dit écoute, je vais dire. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, il le sait. Écoute, papa. Il s'est rattrapé. Il s'est énormément rattrapé. Donc fais le parcours, c'est bien aussi. Explique le parcours. J'ai dit, écoute, papa, moi je vais faire ce sujet-là parce que c'est vrai que mon papa, c'est celui qui a fait énormément d'études. Il est revenu du coup à Genève. Il a recommencé ses études jusqu'à faire un doctorat. Après, il a créé sa propre société. Enfin, vraiment, self-made, made in Swiss. Vraiment. En plus, pour un Congolais qui partait de rien, c'était vraiment incroyable. Donc, c'est vrai que tout ce qui est académique, je vais beaucoup parler vers lui. Vraiment, je vais vraiment vers lui pour lui poser des questions. Là, je lui ai dit, bon voilà, c'est mon premier gros travail. Papa, je vais faire ça. Papa, non. Alors, elle a 18 ans, vaccinée, majeure, mais bon, est-ce que chez nous, ça compte pas. Non, mais jusqu'au jour où je serai mariée, là, j'aurai toujours des comptes à rendre. Et encore. Non, il m'a dit non. Il m'a dit non, parce qu'en fait, justement, lui qui est arrivé dans cette société où il a dû faire sa place, il avait vraiment eu peur que j'ai en fait cette discrimination indirecte. En fait. Je comprends. Que finalement, ils sentent que par rapport au sujet qui était trop gros, trop revendicateur, un sujet vraiment tabou en plus pour aussi la société du coup africaine, parce que je parlais vraiment du défrisage, du blanchiment de la peau, et en plus je parlais de la femme noire, donc c'était quelque chose vraiment un gros sujet quoi. Il m'a dit j'ai peur, enfin en gros il m'a pas dit, mais j'ai compris après coup qu'il avait peur qu'en fait j'ai vraiment des répercussions négatives, que les professeurs à qui je vais donner le sujet ou qui vont m'épauler ne soient pas touchés par le sujet, et que du coup ils se disent ah voilà, entre guillemets, si je peux dire ça, vraiment, encore une bamboula qui parle des bamboulas. Wow. Tu vois. Il avait trop peur. Donc il m'a dit non. Vous êtes protégé. Il m'a dit tu fais un truc neutre. Un truc vraiment, un travail, lui c'est un travail scientifique. Déjà pour dire, de base,
je suis effectivement écrivaine, mais il faut savoir que j'ai eu un énorme combat avec tout ce qui est français, etc. J'ai eu un énorme combat, vraiment. Et en fait, j'ai fait vraiment ce travail d'écriture, donc c'était vraiment un travail de recherche. Ouais. Donc vraiment, alors j'aurais pu faire justement un travail artistique, tu sais, Parce que c'est une très bonne chanteuse aussi. Et oui, que des qualités. Arrête. Talentueuse, non, elle est vraiment talentueuse. Merci beaucoup. Mais du coup, je me suis dit, j'aurais pu choisir la facilité en faisant ça. Vraiment quelque chose où je suis à l'aise, tu vois. Ouais. Et je me suis dit non, j'avais envie de me prouver à moi-même que j'étais capable en fait de surmonter on va dire, ce petit souci que j'avais avec le français, etc. Du coup, je me suis dit, vas-y, je prends. En fait, j'ai pris tous les boulets, je les ai accrochés à mon pied. Ouais. Déjà, j'ai pris un travail vraiment où de base, c'est pas mon domaine de prédilection. Le travail d'écriture, j'ai pris un sujet vraiment sensible, la femme noire. En plus, un sujet vraiment tabou dans la société noire, le déprim. Au sein même, ouais. Au sein même, tu vois. Et pour mon frère, c'était trop. Elle a dit, je sais que toi, t'as un esprit revendicateur, mais ma belle. Hein? Camous. Vraiment. Ici, on sait qu'on est entouré, on est en minorité. Finis ton bachelor, finis ta matu, tranquille, sans faire un truc, mettre trop de... Parce qu'il sait, tu vois. Et j'ai dit non. J'ai dit, écoute, mon esprit revendicateur, j'ai dit, écoute, papa, c'est mon premier projet. J'ai 18 ans aujourd'hui, j'ai envie d'écrire. Et il m'a dit, écoute, qui te double, hein? Il a dit, pas de souci, tu fais ton sujet, mais je ne veux pas être dedans. Et là, j'ai un petit coup, j'ai pris un petit coup, mais j'étais soutenue par ma maman, par mon grand frère aussi. Tous les deux m'ont dit, non, t'inquiète, on va être là, surtout ma mère, vraiment, elle m'a épaulée d'une façon, parce que comme j'ai dit, hein, comme tu as dit, c'est un travail sociologique, j'ai fait une étude que vous lirez dans le livre. Oui. Et du coup, on est allé, on a parcouru un peu toute la Suisse, elle est allée donner les formulaires de questions, et c'est ça. Non, mais laisse tomber. Franchement, à un moment, je me suis dit, peut-être c'est trop gros pour moi. À la fin, je me suis dit, peut-être c'est trop gros. T'as pu abandonner, ouais. Bah oui, je voyais aussi des retours de ma professeure qui me suivait. Et il restait, je pense, quelques semaines avant de le rendre. Elle me dit, si vous continuez comme ça, vous n'aurez pas la moyenne. Waouh. J'étais genre... Gros coup dur. Gros coup dur. Du coup, j'ai réécrit. Et finalement, ma mère, elle a vu que c'était justement quelque chose qui était peut-être un petit peu trop poussé pour elle. Elle s'est dit, on va aller demander au docteur de sciences économiques. On va aller lui demander à lui. Oui, elle a dit, écoute, c'est ta fille, hein. Bah ouais. Bah oui. Et du coup, elle, en fait, sans me dire, elle allait poser mon travail sur son bureau. Elle a dit, tu relis. C'est ta fille, tu relis. Et lui, il s'est dit, ah, voilà, maintenant on a besoin de moi. J'avais dit. Non, il a dit, il a fait, la petite là, elle a voulu me défier. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Il m'a dit, vraiment, elle dit, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Oh mon Dieu. Du coup, un jour, quelques jours après, j'entends un grand Angélique dans la cuisine. Mon cœur. Ça fait comme ça, ouais. Non, tu vois, mon père, il a toujours des surnoms pour nous. Donc s'il m'appelle avec mon surnom, là, je sais que c'est bon. Mais quand on entend les grands Angélique dans le salon, là, j'ai eu trop peur. Ouais. Du coup, j'arrive et tout, je dis oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je vois avec mon travail. Et là, je me dis, le travail des lunettes. Ouais. Et là, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il va me dire et tout. Je m'assois, très sérieux, toujours mon père, très sérieux. Bon, écoute, j'ai eu ton travail. Et là, j'étais ok. Et là, il m'a sorti le plus beau compliment. Il m'a dit, j'ai eu ton travail, j'ai lâché une larme. Mon père, qui me dit ça, il a dit, j'ai pleuré. J'ai lu ton travail, j'ai pleuré. La reconnaissance que j'ai eue à ce moment-là. Sachant que mon père, c'est vraiment, pour moi, c'est une figure très importante. Bien vraiment, sûr. Un peu le héros, tu sais, voilà. Et quand il m'a dit ça, parce que j'ai aussi eu assez de soucis un peu avec l'éducation, enfin toi tu sais, hein, c'est oui, avec nos pères, je sais tout à fait. Oui, c'est un autre sujet pour le podcast. Oui, c'est ça. Mais ils sont très stricts. Et du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais il m'a dit, j'ai tout appris. Surtout lui, le fait que en fait, ce soit sa culture même, littéralement, parce que je parle vraiment de la culture africaine, hein, des choses qui se passent chez nous, et du fait qu'il me dit, j'ai tout appris. Il m'a dit, je ne savais pas que vous étiez passé par là. Le combat pour le défrisage, le combat pour le blanchiment de la peau, et surtout d'où ça vient en fait. Le trauma générationnel qui est passé de génération en génération. Aujourd'hui, certaines femmes le font, mais
pourquoi elles le font. Elles ne savent peut-être même pas, tu vois. Wow. Et quand il a dit, et là il a dit non. Et c'est là il m'a dit, faut publier. Il m'a dit, faut publier. Il m'a dit, tu finis, tu rends ce travail, on le publiera. On va se battre pour le publier. Il a dit, même si ici ils veulent pas, on ira en Afrique, on ira publier. Il a dit, on va publier ce livre. Come on. Et voilà, on en est 5 ans après. 5 ans après. Je tiens à dire, 2018, je l'ai écrit. 5 ans après. Publication. Ouais. C'était dur. Les 5 ans entre, c'était dur. Wow. Mais on est là. Hein. On est là. Et donc, du coup, bon, alors peut-être pas qu'on va aller forcément trop dans les détails, mais du coup, tu t'es rendu à Paris, t'as même, du coup, voyagé. Hein? Ouais. Et t'es allé sur place, et c'était... Ouais. Elle était très discrète aussi, ça faut le dire. Il n'y avait pas tout le monde dans l'entourage qui était au courant. Personne. Hein? On la voyait, elle est à Paris. Je me suis dit, bon, elle va un week-end, elle nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Je me suis dit, bon, la mode, peut-être, c'est une très belle femme, donc la mode, je sais pas. Et puis, et c'est à ton retour que tu expliques, en fait, et là je me suis dit, en fait, ça dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Bon sang, la fierté, en fait. Je me suis dit, yes, tu laisses une trace, en fait, tu transmets un message. C'est ça, en fait. Mais du coup, parlons-en un peu plus encore dans les détails, parce que tu nous as parlé du coup de ce parcours, de comment c'est né, comment tu es arrivé à là. Tu vas pas non plus tout nous balancer, parce qu'il faut lire le livre. S'il vous plaît. Ayez pitié de mon... Non, lisons, on va le lire. Non, en vrai, c'est... Pour moi, bien sûr, je vous invite à le lire, non pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est juste parce qu'en écrivant ce livre, moi j'ai énormément appris en fait. Genre, d'abord j'avais écrit pour moi en fait, pour comprendre. Donc, si vraiment vous... En fait, moi je dis, les gens qui veulent savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, lisez le livre. Comment? Waouh! Ça m'a trop donné envie. Et puis tu sais, en fait, finalement, c'est un sujet aussi qui me touche beaucoup. Pareil, par rapport à tout ce qui est blanchiment de peau, pas beaucoup. Ça, dans notre famille, on nous a pas donné des crèmes, voilà, pour faut te blanchir la peau et tout. Au contraire, ça m'est arrivé même une fois, je me rappelle, et ça c'est une anecdote, avec ma grand-maman et mon grand-papa aussi. J'avais mis du maquillage, mais le maquillage, le fond de teint, il était un peu trop clair. Okay. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de choix à l'époque, avant Rihanna. Lisez le livre. Voilà. Non, parce que tout est expliqué là-dedans. Mais oui. Du coup, j'avais acheté on a su faire. Ouais, vraiment. On a su. Du coup, j'avais acheté un qui était un peu trop clair. Et puis ma grand-mère me dit, elle me voit, elle fait, mais tu mets du produit pour t'éclaircir. Et j'étais là, genre, et mon grand-père fait, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle fait pas ça, elle, on fait pas ça chez nous et tout. Mais ma grand-mère, elle était sûre que j'avais fait. Je disais, mais non. Donc voilà, nous, on fait pas ça. Par contre, tout ce qui est cheveux, c'est seulement en 2020, j'ai 27 ans, c'est seulement en 2020 que j'ai arrêté de me défriser les cheveux et que j'ai commencé aussi à... Ah, tu vois, j'avais... Girl. Non, mais c'est un trauma. Mais Axel. Oh my God! C'est vraiment un trauma. Mais oui. Oui, parce que surtout que mes cheveux, c'est tellement... Enfin, c'est moi, tu sais, donc ça a toujours été un sujet qui était très, 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 très sensible. Oui. Même quand j'allais chez la coiffeuse et puis que... Tu sais, souvent les coiffeuses, là, tu vois, voilà, elles te font des tresses, puis même quand elles veulent te défriser, elles font « Ah, t'as les cheveux durs, hein? Ah, t'as les cheveux compliqués, ah, c'est les cheveux, ils sont cassés. » Tu vois, des trucs... Et puis moi, ça me touchait toujours beaucoup. Mais parce que ça vient de nous. Mais ça pousse sur nos cheveux, enfin sur nos cheveux, pardon, sur nos têtes. Ça vient de nous, c'est une partie de nous, littéralement. C'est ça. Donc ça a toujours été un sujet qui me touche et donc je comprends, je m'identifie totalement à tout ce que tu dis. Et c'est vrai que voilà, les cheveux, voilà, la notion de cheveux crépus, tout ça, c'est vraiment récemment que j'ai commencé à assumer de sortir aussi avec mon afro. Mais oui. Afro, tu vois, si, moi c'est Beyoncé qui chantait avec les afro, machin, elle chantait... Oui, elle c'est un autre sujet aussi. Vraiment. Lisons le livre. on va pas parler d'elle tout de suite, mais elle a quand même fait des chants qui, pour embrace, tu vois, sa brown skin girl, tu vois, voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette vague, finalement, peut-être, qui m'a aidée à assumer davantage. C'est exactement ça. Tu sais, 2018, du coup, le moment où j'ai écrit le livre, j'avais, comme je t'ai dit, j'ai toujours eu cette réflexion interne. Mais j'ai remarqué que vers 2016, tu sais, quand c'était la mode des light skin, je l'ai dit. Je l'ai dit. La mode des curly surtout.
Ouais. Quand ça a commencé à arriver, on a vu, du coup, commencer à embrace le côté déjà d'avoir juste les cheveux curly. Quand t'es métisse, les femmes métisses, elles sont belles et tout, les curly et tout, très bien. Et au début, tu vois, c'était ça. Et après, c'est arrivé petit à petit, vers 2017, 2018, dark skin. La femme dark skin, elle est belle, les cheveux crépus sont beaux et tout. Et je me dis, mais pourquoi maintenant il y a ce revirement, en fait, médiatique, pourquoi en fait il y a ce revirement social? Pourquoi maintenant aujourd'hui la femme belle elle est noire? Mais elle a toujours été belle avant. Elle a été belle avant, elle est belle maintenant, mais pourquoi maintenant on la met sur le... Et tu sais, moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai cru comprendre en tout cas, c'est que en fait, et c'est toujours ça qui est triste, c'est qu'en fait on nous a donné cette place, on nous a redonné de la place parce qu'en fait on a été littéralement, malheureusement, les majoritaires de la société nous ont dit en fait, ah mais finalement vous êtes pas si moche en fait, tu vois. Du moment où on a reçu cette acceptation, ou plutôt on va dire ces personnes-là majoritaires nous ont accepté ou nous ont vu que plutôt nos attributs étaient beaux, à ce moment-là c'est là où il y a le changement. Mais c'est pas venu de nous en fait, tu vois. Oh God. C'est ça le problème. Et je me suis dit mais, et c'est là que je dis en fait tout part de là. Les colons, la colonisation, les majoritaires, tous ces critères de beauté en fait. Qui a dit qu'il fallait être clair de peau et avoir les cheveux raides pour être beau? C'est nous? Ça vient de chez nous? Don't think so. Mais c'est vrai. Et puis en fait, on a tellement été. Mais nous on était contents. Il faut dire, non, nous on était contents. Non mais ben oui. Mais oh non, Axel, tu vois, on avait deux choses. Est-ce qu'on allait faire justement avoir le truc de angry black woman en mode oui, vous nous avez jamais aimé et si ça, vous nous aimez seulement parce que maintenant les gens ils nous enfin, tu vois, est-ce qu'on allait commencer à faire ça? Non, c'était difficile de se positionner par rapport à ça, même si c'est vrai que moi j'ai eu des débats par rapport à toute la notion aussi d'appropriation culturelle. Ça, vu qu'on a commencé à voir je vais me lâcher, on a commencé à voir tous les Kardashians, tout ça. Tu sais, ma soeur elle tressait beaucoup de filles, et en temps maintenant elle tresse plus les gens, faut pas aller prendre rendez-vous chez elle. Et puis, il y avait beaucoup de filles qui disaient, voilà, moi j'aimerais les tresses comme Kim Kardashian. Oh my God, ça l'énervait tellement. Mais comment ça, Kim who? Genre, à un moment donné, ça vient de quelque part, il y a une base, il faut connaître ça. Et puis c'était quand même un combat d'assumer justement tout ça. Par exemple, même aujourd'hui, c'est que récemment, encore une fois, comme je dis que j'assume, mais par exemple, même aller au tribunal, plaider avec des tresses, now I'm doing it. Mais c'est vrai que c'était il y avait un temps où c'était plutôt conseillé, même ma maman, elle me le disait, elle faisait des tissages pour aller au travail, tu vois, pour avoir vraiment les cheveux plus lisses, même c'était aussi pour éviter des commentaires. Mais parce que c'était socialement acceptable, c'était socialement requis. Je veux dire, même encore aujourd'hui, je parle pas seulement pour les femmes noires, mais je veux dire, les personnes qui avaient les cheveux bouclés, jusqu'aujourd'hui, c'est vrai. Mais oui, par exemple, je dis un exemple, les nord-africaines, elles ont aussi parfois elles ont beaucoup les cheveux bouclés, mais tu les voyais se lisser les cheveux, se lisser les cheveux. Parce qu'on ramait même. Dis bien, mais je voulais pas dire. Mais tu l'as dit. Et il a souffert, hein. Il a souffert. Tu vois? Et en fait, on avait ce côté de. En fait, c'était socialement accepté. On avait, comme moi j'ai dit, une norme arbitraire qui était être le plus clair de peau et avoir les cheveux raides. Mais ça vient d'où ça? Qui a légitimé ces gens de dire que ça c'était la norme? Tu vois? C'est trop grave. Et moi, en fond de moi, non, il fallait que je trouve la solution. Il fallait que je trouve la solution. Non, vous avez pas envie de lire ces livres. Moi j'ai envie vraiment ça encore plus. Mais du coup, j'ai un article en fait de TV5 Monde qui dit la chose suivante, et puis on mettra dans la barre de description parce qu'on cite toujours. On donne les sources de ce qu'on cite. Oui, bien sûr. Donc, ça dit la chose suivante: les cheveux des femmes noires se retrouvent depuis des décennies au cœur de la lutte contre les discriminations, mais aussi dans un combat pour l'acceptation de soi. Car il ne s'agit pas seulement d'un sujet capillaire ou esthétique, cela va bien au-delà. Soumis à des normes et injonctions de beauté, le cheveu crépus est devenu au fil de l'histoire contemporaine un sujet politique et de société. Moi, je voulais savoir ce que tu penses de ça, et aussi, finalement, est-ce que cette lutte d'acceptation de soi, parce que là, nous deux là, on est en Occident, on est en Suisse,
Est-ce que cette lutte, elle s'exprime aussi en Afrique? Ou dans les pays, justement, les Antilles, Guadeloupe, enfin voilà. Comment est-ce que cette lutte-là, ce combat qui est même politique finalement, il est dans le monde entier finalement, ça s'est répandu dans le monde entier ou c'est seulement dans certains coins du monde? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Bah, tu sais, avec la colonisation, lorsque du coup on a été justement en Amérique, il y a eu ce côté où justement on a été littéralement confronté justement aux colons. Vraiment cette confrontation. Et en fait, par justement les cheveux ou par la peau, on a voulu en fait être au même niveau que ces gens. En fait, on a voulu s'intégrer dans la société. Et pour s'intégrer dans cette société, parce qu'en fait, c'est ce que je dis, moi, c'est ces critères esthétiques, en fait, c'est vraiment, il y a vraiment un lien avec la place dans la société, du coup, de la femme ou de l'homme, en fait. Et surtout de la femme, parce que nous, on est très liés à l'esthétique depuis toujours. Depuis toujours, tu vois. Plus une femme est, on va dire, agréable à voir, plus elle aura une voix dans la société. Oui, c'est les beauty privilege, c'est ça. Tu vois. Et du coup, nous, on a très bien compris ça, surtout que, tu vois, on a voulu un peu forcer la place, parce qu'on a vu que les personnes qui étaient considérées sont les personnes qui avaient les cheveux crépus, et pas de cheveux lisses, pardon, et qui étaient clairs de peau. Donc on a vraiment voulu... Donc, c'est pour ça que je dis c'est vraiment le côté politique, il est là. Parce que finalement, tout ce qu'on cherchait, c'est juste être égaux. Ah oui. Je vais pas ressortir les articles de droit, toi-même tu sais. On va pas ressortir les articles. Mais tu vois, finalement, c'est ça. Parce que tout ce qu'on voulait, c'est avoir l'égalité. Mais le problème, c'est qu'on n'était pas égaux parce que les personnes, et de par nos attributs, en fait, on nous voyait comme différents. Et la différence a toujours été un problème, en fait. Parce que la différence a toujours été un problème. C'est vrai. Ben oui, parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, l'inconnu. Ouais. Exactement. Donc, de par le fait qu'on ait des attributs qui sont différents, ils nous ont mis dans une catégorie qui était différente. Ils ne sont pas comme nous parce qu'ils ne nous ressemblent pas. On a tous un cœur, on a tous deux mains, deux pieds, deux yeux. Yes. Est-ce que... Tu vois? Ouais, non, mais c'est clair. Mais après, c'est vrai que malgré tout, je pense quand même que le combat qu'on a ici, il est différent qu'en Afrique. Oui, moi, je suis totalement... Moi, je pense qu'il faut réveiller, hein, si je peux vraiment dire le mot, c'est assez fort. Il faut aller en Afrique, il faut réveiller. Il faut réveiller l'Afrique. Et c'est un combat vraiment que je pense que je vais prendre aussi personnellement. Avec mon papa, on a aussi beaucoup... on s'est beaucoup questionné. On est en train d'essayer de faire quelque chose là-bas, en fait, pour aller... leur dire, parce qu'en fait ici on a eu en fait ce que j'aime beaucoup du coup, et ce que je remercie du coup nos parents qui nous ont amenés dans cette société, c'est qu'en fait ici on a vraiment on a comment je peux dire toute la documentation est là en fait. Si aujourd'hui tu veux être ignorant, c'est que tu l'as choisi. On a tout. On a tout. À un moment, si tu cherches un truc, tu regardes internet, en fait ici vraiment il y a tout. Et du coup, le problème, c'est qu'en Afrique, on n'a pas énormément, ou on n'a pas malheureusement autant accès en fait à toutes ces informations. Et c'est aussi, et aussi en Afrique, ça passe aussi beaucoup par du bouche à oreille. Oui, c'est l'oral en fait. C'est la culture, c'est la culture orale chez nous. Et malheureusement, on a relayé aussi à l'oral parfois les mauvaises choses, on a gardé en tout cas les mauvaises choses en tout cas de la colonisation, parce qu'aujourd'hui, on va en Afrique, on regarde le défrisage, encore ça peut être moins, mais le blanchiment de la peau. Un combat. Un combat. D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de travailler, ou plutôt de collaborer avec une dame que je trouve incroyable, qui s'appelle Madame Tété, si jamais elle a une ONG, hein, allez la voir. Et elle se bat encore aujourd'hui pour justement, elle a vraiment accès à dépigmentation de la peau. Et elle s'est battue, surtout elle est en Afrique et tout, parce que c'est tellement ancré aujourd'hui. Mais on va en Afrique, moi je suis allée en Afrique plusieurs fois du coup. Et puis tu vois sur les grands sur les panneaux publicitaires, les marques, blanchiment de la peau, si ça devenait clair, il y a vraiment ce prototype du clair est égal beau que je trouve vraiment ahurissant. Ahurissant. Vraiment, j'étais là, mais et t'es là, mais on dit mais comment ça clair, on est avec ce soleil là, tu veux devenir clair quand? Non mais oui, avec ce soleil là, tu veux devenir clair quand? À moins de porter une casquette et encore, non, on est noir, on est noir.
C'est ça. Et moi, j'ai adoré, parce que j'ai adoré vraiment quand je suis allée au Sénégal. Oh, Mon pays, apparemment. ah bon? Non, pas du tout, justement. Longue histoire. Ah, moi, j'ai adoré au Sénégal. J'ai vu la mélanine, la carnation. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai souvent vu. Alors, moi aussi, c'est vrai qu'on dit souvent nous, noirs comme un Sénégalais. Parce qu'il y a vraiment cette notion de peau vraiment. Bon. Mais moi, je trouve ça tellement beau en fait. Mais tu sais, c'est une couleur. Mais parce que mais quand, tu sais, quand on était petits. Black is beautiful. Black is beautiful, mais quand on était petits. Voilà. C'était pas ça. C'était pas ça. Mais tu vois, je pense que justement, c'est lié à un problème de connaissance, comme tu as dit. Et justement, peut-être, bon, là, on va parler plus de la peau, mais par rapport aux cheveux, est-ce que tu trouves peut-être aussi que les femmes noires, elles ne connaissent, en tout cas de nos jours, hein, elles ne connaissent pas assez bien leurs cheveux? Parce que moi, je vais te dire honnêtement, j'ai toujours dit, même Seigneur, moi, je veux pas de filles. Je préfère avoir des fils. Parce que m'occuper des cheveux... C'est tellement une galère. Même moi, c'est que récemment, je commence un peu à voir qu'est-ce qui est bien, ce qui est pas bien pour mes cheveux, de comprendre qu'en fait, tous les produits qu'on nous avait vendus, se disant qu'ils étaient bien, etc., c'était une catastrophe. Qu'en fait, il faut plutôt revenir au naturel, mais c'est tellement... Ça coûte cher. J'allais dire. Mais c'est ça aussi. Non, mais oui, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on a un problème à ce niveau, une connaissance, comment... Totalement. Je veux dire, tu sais... je vais peut-être citer un petit peu le livre, mais on est parti de notre terre natale. Tu sais, on n'a pas pris de trousse de toilette. Hein. Ah oui. On n'a pas pris, ok, alors je prends mon petit peigne, je prends mon beurre de karité, je prends... Ah ouais, on nous a mis dans les négriers là, et on a tout laissé. Tout laissé. Et puis aussi, le trauma. Tu oublies aussi, enfin, bref, on a tout laissé là-bas. Donc en fait, on est arrivé du coup sur cette terre là, du coup l'Amérique, et il n'y avait plus rien. On a dû essayer de trouver des substituts en essayant de trouver du beurre et tout, mais c'était trop compliqué en fait. Et quand on a trouvé justement, quand on a voulu justement s'attabler avec les colons et qu'on a créé justement, moi vraiment je suis très admirative de la femme noire et du fait qu'elle a réussi à trouver des méthodes pour s'intégrer dans cette société. Et, bon, malheureusement ou heureusement, je trouve aussi quand même, vu que ça part pas d'un bon sentiment, tu vois, elle a pas fait ça parce qu'elle voulait, elle a fait ça parce qu'elle le devait. Elle devait, exactement. C'était une question de vie ou de mort. Exactement, presque. Hein. Donc elle a fait ça parce qu'elle le devait, mais ce sont aussi des produits qui sont, tu vois, très toxiques, tu vois. Donc quand c'est devenu la norme, bah forcément après tu oublies. Ah mais du coup moi de base je vais mettre du beurre dans mes cheveux, comment tu oublies, et ça se transmet de génération, et comme tu as dit, nous c'est aussi du bouche à oreille, ça se transmet de génération en génération. On est arrivé à cette génération là, la nôtre, où à part les défrisants on ne savait rien de nos cheveux. Moi je te dis, Axel, moi quand j'ai arrêté d'enlever, de faire des défrisants, déjà moi j'ai arrêté en 2016, j'avais 16 ans. J'ai arrêté. Tu sais, je savais même pas qu'il fallait mettre de l'eau, humidifier ses cheveux d'abord. Ouais, moi non plus. Non mais un truc bateau vraiment. Ça, je savais pas. Apprendre que j'avais une texture différente, peut-être devant, derrière, la boucle, que je pouvais avoir les cheveux bouclés et pas crépus, que crépus c'était parce qu'il n'était pas hydraté. Révolution. Révolution. C'est vos blagues. Comment ça? Moi j'ai des cheveux bouclés. Mais parce que oui, tout le monde, en fait c'est même pas question d'avoir les cheveux bouclés en mode oh mon dieu oui, j'ai des cheveux plus, on va dire, tu vois, de côté qui arrive au plus raide. C'est même pas ça, c'est juste pour me dire mais en fait mes cheveux ils peuvent tellement faire plein de choses. J'ai pris, Axel, 5 ans, parce que j'ai vu, moi ce que je faisais c'est que vu que j'avais compris qu'il fallait juste mettre de l'eau, je faisais juste, au moins je les faisais plus, mais après je faisais beaucoup de tissage. Tissage, wig. Moi j'aime les wigs peut-être moins, mais après bon je suis toujours team tissage. Hein. Voilà, j'allais le dire. Oui, même encore aujourd'hui. Parce qu'on va pas, c'est pas qu'on crache non plus sur ça. Faut pas être, non. Mais c'est juste qu'il faut savoir d'où tu viens. C'est ça, exactement. Non, la femme noire, qu'elle est sous wig, qu'elle est sous tissage, nappy, elle est magnifique. C'est juste qu'en fait, c'est la relation qu'on a avec nos propres cheveux en fait. Moi c'est vraiment de ça que je parle, tu vois. Et du coup je dis mais c'est tout ça. J'ai appris toutes les histoires de low porosity, high porosity. J'ai commencé à faire les trucs de mettre mon cheveu dans l'eau. Non mais tu vois, tout ça. Et ça m'a pris 5 ans. 5 ans pour faire un bel afro qui me ressemble, qui est bien nourri et tout. Et je vais te dire un truc,
que je dirais aussi. Et ça a été très dur pour moi parce que cette année-là, je ne savais pas que j'allais publier le livre. J'ai été victime d'une pelade. Ouais. J'ai alopécie pelade. C'est vrai? Cette année, ouais, au début de l'année, avant de reprendre l'école. Et c'était très dur pour moi, comme tu as dit, hein, la relation avec les cheveux. Et c'est là aussi, je me suis dit, mais toutes ces personnes-là qui ont fait ce défrisage, qui ont eu justement des alopécies et tout. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui nous disent oui, mais pourquoi vous ne portez pas vos cheveux? Et c'est ça, vous ne savez pas ce qui se passe en dessous en fait. Il y a des femmes qui ont souffert de défrisage, qui doivent porter aujourd'hui des perruques, des conséquences exactement, ou juste des gens comme moi qui malheureusement ont eu une pelade. Et pour moi, les wigs, ça m'a sauvée, tu vois. Parce que j'étais tellement contente, j'étais oh mon Dieu, mes cheveux vraiment ils sont trop beaux, j'arrive bien à faire mes wash and go, ça fait 5 ans que j'arrivais pas, maintenant j'arrive. Et là, gros trou dans la tête. Le stress. Mais ça vient d'où le stress? Bon, voilà, on va pas toujours trop. Mais tu vois, beaucoup de choses sont liées. Oui, ouais. Tu vois. Mais non, pour tout ça, si on revient au sujet, c'est que non, effectivement, les femmes noires ne connaissent pas assez effectivement la relation avec leurs cheveux, mais c'est pas à cause d'elles en fait, malheureusement. Non, et puis souvent, finalement, c'est aussi, tu vois, comme je disais avant, c'est un sujet politique. En fait, comment je vais dire ça? Tu sais, parfois même de porter ses cheveux crépus, afro, c'est presque un combat. Dans le sens où tu te réveilles, tu dois sortir, il va falloir affronter aussi des regards, parce qu'il y en a encore aujourd'hui, même si c'est plus visible, c'est plus... Il y en a beaucoup. Moi, je sais qu'on me regarde différemment quand j'ai les cheveux crépus que... Voilà. Il faut que je me prépare déjà mentalement à Axel, ok, on va beaucoup te regarder, tu auras beaucoup les yeux... Voilà. Et ça, c'est tout un truc aussi. À me rendre au travail, ok, Axel, il y a tout on va te faire des réflexions, parce qu'on me fait des réflexions, mais bien sûr que ce soit des tresses ou autre. Même, tu vois, tu sais, à un moment donné, même si c'est des tresses, ça me saoule. J'ai pas envie que tu fasses des commentaires. Mais t'as bien raison. Pourquoi mes cheveux, ça doit toujours être un événement? Exactement. Pourquoi ça doit toujours être un événement? C'est grave. Au travail, c'est vraiment le truc, c'est le sujet de l'heure de café. En fait. Ah! En une nuit? Et parfois, je suis là, tu vois, je dis pas plus, je dis Black Girl Magic. Franchement, mais t'as raison, à un moment, stop. Franchement, on est fatigué. On est fatigué. C'est ça. Donc oui, il s'agit quand même d'assumer, mais au fur et à mesure, je pense qu'on arrive quand même à prendre place et finalement, malgré tout, on éduque cette majorité. Et on renverse, tu vois. On renverse la tendance. Non, moi, je suis totalement d'accord. J'ai vu, la première fois que je suis sortie avec mes cheveux bien afro et tout, j'étais là genre, avec mon bel afro que j'ai pris vraiment, comme je dis, 5 ans à le retenir, vraiment, à le masteriser. J'étais là genre, il va falloir sortir en fait. Tu vois, c'est pas je reste dans ma chambre, parce que moi j'aime beaucoup les coiffures, donc je fais plein de coiffures dans ma chambre et tout. Non, là, il va falloir sortir. Et c'était... et tu vois, et t'as aussi ce côté, oh mon Dieu, tout ce que j'ai vécu avec mes cheveux et tout, c'était dur. Et puis moi, du coup, surtout cette année, parce que vraiment, avec l'histoire de la pelade, où je devais entretenir mes cheveux vraiment tous les jours. Tous les jours, je devais mettre appliquer des choses. C'est ouf. C'est un grand travail. Mais... Tu vois, je suis aussi contente parce que, aussi, à cause et grâce à cela, j'ai aussi une autre relation avec mes cheveux. J'ai énormément appris. Tous les jours, ils étaient là. Tous les jours, tu vois. Et du coup, tu es un peu confronté à vraiment, mais ok, finalement. Et j'ai vraiment appris. Donc, franchement, je peux rien dire. Et maintenant, tout va bien. Je n'ai pas des trous. Vous ne voyez rien sur la caméra. En tout cas, merci d'avoir partagé. On arrive à la fin. Le temps passe. C'est insolent comme le temps passe vite. Le temps passe vraiment vite. Moi, tu peux encore rester. Hein. Je sais, mais... Je suis bien assise. Mais il n'y a plus de thé. Le thé a refroidi. Non, c'est bon. J'ai trop parlé déjà. Non, c'était parfait, vraiment trop bien. Et moi, ça me donne encore plus envie de lire. Et en fait, encore une fois, je suis tellement fière parce que tu transmets un message, tu laisses une empreinte. Je pense que tu ne te rends pas compte. Un jour, je vais pouvoir... faire lire à mes filles. Parce que oui, maintenant, je veux des filles, je m'en fiche, j'assume. Je vais les coiffer, ça va très bien se passer. Elles ont pas mal comme nous, on a eu mal. Exactement. Elles n'ont pas le même combat. Elles ont l'eau. Mais
peut-être pour terminer, en conclusion, hein, si tu as vraiment un message que tu veux transmettre, je sais, c'est dur, mais si tu as un message que tu veux transmettre, c'est quoi? Même peut-être à la jeune Angélique, hein, à la petite Angélique. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce que je pourrais dire à la petite Angélique? Déjà, crois en toi. Important, déjà. Et vraiment, crois en toi et surtout, sache que Dieu, si t'a créé de cette façon, c'est qu'il savait, il avait une raison. Wow. Vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais dire à tout le monde. Dieu nous a créés d'une façon, c'est nous, en fait. Et il nous a créés aussi, vraiment, selon lui. Hein, selon. Donc, si nous a créés, c'est qu'on doit garder ces attributs-là qu'il nous a donnés, on doit les chérir. Ça fait partie de notre culture. Moi, si je pourrais dire un truc, ce serait peut-être ça. Incroyable, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Et du coup, quand est-ce qu'il sort? Quand est-ce qu'on peut se procurer ce livre? J'avais même oublié. Alors du coup, il sort officiellement le 17 septembre 2024. Trop bien. Vous pourrez vous le procurer en format papier, donc Fnac, Amazon aussi, les Fnac, Amazon, Payo, et aussi en format e-book. Ouh, comment? Voilà, si vous n'aimez pas trop lire les papiers, vous êtes plutôt Kindle ou je ne sais pas quoi, il sera partout. Superbe, alors allez vous le procurer, s'il vous plaît, allez le lire et n'hésitez pas aussi à nous faire des retours. S'il vous plaît, faites-moi beaucoup de retours, vraiment je suis ouverte. Oui, totalement. On se lit, on vous lit et puis on va lire ton livre, vraiment, on se réjouit. Merci encore une fois d'avoir été merci là. À toi infiniment de m'avoir invité, vraiment j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. On se réjouit pour la suite et on se verra tout bientôt pour un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle journée si vous commencez la journée, une bonne soirée. Allez vous procurer le livre, n'oubliez pas. Et à tout bientôt. Ciao, ciao. Bye.